Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, nous partons à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Aujourd'hui, nous vous présentons un restaurant social et solidaire en plein cœur de Belleville, la Coop Mijotée, fondée par Karim Saïdi. Alors Karim, bonjour. Bonjour. Alors Karim, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'histoire de cette structure et de ce restaurant ? Alors en quelques mots, la cantine de Babelleville, c'est un restaurant social et solidaire qui a vu le jour le 4 juillet 2017, donc ça fait ça va faire bientôt 4 ans que cette association existe. Ce restaurant solidaire, il a été créé par un collectif d'entrepreneurs sociaux un peu déjantés, qui ont été en fait mandatés par les pouvoirs publics pour légaliser une cuisine informelle qui existait au sein d'un foyer de travailleurs migrants dans le quartier politique de Belleville, de Belleville-Fontaine-au-Roi, dans le 11e arrondissement. Donc on a été mandaté par les pouvoirs publics pour faire de la cuisine qui préexistait une cuisine où les gens seraient déclarés, où les règles d'hygiène soient respectées, et toujours dans l'optique de faire en sorte qu'au sein de ce foyer de travailleurs migrants puisse exister un espace collectif de convivialité où les résidents pourraient profiter de cette cantine. D'accord. Et de se retrouver et de permettre de garder une cohésion, j'imagine. Voilà, de permettre d'avoir une cohésion entre eux, mais aussi c'est des espaces qui sont également ouverts aux personnes de l'extérieur. Oui. Et l'objectif, c'est qu'il y ait de la mixité, c'est qu'il y ait des échanges entre les gens du quartier, donc les salariés, les étudiants, et qu'il y ait une espèce de brassage qui intervienne. D'accord, voilà. Ok, très bien. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette idée de réunir les gens autour de la cuisine, cet aspect culturel, la culture culinaire, tous ces éléments-là. Est-ce que c'est pas justement un outil super intéressant pour réunir les gens, pour sensibiliser, pour parler aussi des populations de migrants, de ce qui se passe actuellement en France ? Est-ce que ça peut être une sorte de médiateur, en fait, cette cuisine que vous réalisez ici ? C'est en tout cas ce qu'on aimerait. On aimerait bien que ça ait cet effet-là. Et c'est vrai que la cuisine, c'est quelque chose qui réunit un peu tout le monde. Quand on va découvrir un pays, on commence, en tout cas nous en plus les Français, qui aimons bien manger, on commence par découvrir une culture souvent par la cuisine. Donc effectivement, c'est un média qui fonctionne bien. Ouais. Et je pense qu'on a progressivement réussi ce pari au sein de la cantine de Babelleville, parce qu'au début, effectivement, on avait une clientèle qui était quand même très typée africaine. Ouais. Alors, on fait beaucoup de préparation d'Afrique de l'Ouest, puisque les habitants de la résidence sociale sont majoritairement issus d'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mali, Mauritanie, etc. Donc ça avait du sens de continuer tout ça. On ne fait pas que ça, parce que j'ai oublié de vous dire qu'en plus d'être un restaurant social et solidaire, on est aussi un restaurant d'insertion. Oui. C'est-à-dire que l'ADN de la Coop Mijotée, l'association qui porte le restaurant social, c'est de favoriser l'accès à l'emploi, essentiellement à des primo-arrivants. Oui. Des réfugiés politiques. Alors les demandeurs d'asile, on n'a pas le droit de les recruter parce qu'ils sont toujours ils n'ont pas toujours le droit d'occuper un emploi, même si les choses commencent à bouger au niveau de la réglementation. Mais pour l'instant, donc réfugiés politiques, primo-arrivants. Donc du coup, on se retrouve, c'est pour ça qu'on l'a appelé Babelleville, c'est un petit peu la tour de Babel ici. Donc on se retrouve avec des salariés originaires de Syrie, du Tibet, d'Érythrée, du Soudan, des pays, des régions où ça se passe pas bien en ce moment. Et donc ça crée une espèce de melting pot assez intéressant.
Et puis, paradoxalement, hein, au sein de l'équipe, on constate quand même qu'on a une super cohésion d'équipe. Bon, ça, c'est parce que l'équipe de la COP Mijotée est vraiment sympa et qu'on n'hésite pas à faire des petites fêtes, à apporter autre chose que de l'emploi, de la formation. On essaye aussi d'apporter un petit peu de plaisir, de cohésion, de moments partagés pour que l'équipe soit le plus soudée possible. Un petit chiffre que j'aime bien donner, hein, un réfugié politique sur une journée va parler à 88% avec des compatriotes, à 12% avec des Français de France, hein, des gens qui sont nés en France ou qui vivent en France. Et sur ces 12%, 90% sont des gens qui sont payés pour leur parler. Donc ça veut dire que on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas un accès facilité à entretenir des relations qui vont favoriser l'insertion, la vraie, sur le territoire français. Donc on essaye de compenser en faisant des petites fêtes, en organisant des petits trucs, en intégrant un peu de culture à tout ça. D'accord, voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez m'évoquer les principales problématiques que vous rencontrez, hormis les dégâts des eaux? Qu'est-ce qu'on rencontre comme problématique? On en rencontre pas mal. On est une association à but non lucratif, avec, comme toutes les associations, un vrai resserrement de toutes les aides publiques. Et en même temps, très paradoxalement, une espèce de crainte de la part du secteur marchand que nous soyons concurrentiels. Donc d'un côté, on a moins de sous publics, et de l'autre, on est freiné par le secteur concurrentiel, c'est-à-dire des restaurants classiques en ce qui nous concerne, qui ont peur qu'on leur vole de la clientèle. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit de faire de publicité, que notre chiffre d'affaires ne doit pas monter au-dessus d'un certain seuil, etc., etc. Donc on est dans des doubles difficultés qui sont complètement irrationnelles. C'est des trucs qui sont sortis de la Commission européenne. J'ai pas spécialement envie de taper sur l'Europe, c'est pas le but du jeu, mais en tout cas, l'idée c'est qu'aujourd'hui en France, quand on est une association, on est pris en étau, faut pas faire trop de sous, et en même temps, les subventions sont limitées. Ça, c'est la première difficulté qu'on rencontre. La deuxième, c'est que comme toutes les associations, on dispose de peu de moyens pour faire des choses qui pourtant sont multiples et variées. Dans le restaurant, on fait du traiteur, on fait de la restauration sur place, on fait du click and collect, on fait de l'insertion professionnelle, on fait de l'insertion sociale. Voilà, on fait tout un tas de choses. Nous ne sommes pas financés pour proposer des plats à des tarifs très très sociaux, puisque c'est 3 € le plat pour les résidents, mais on a voulu garder un ADN social, donc même les personnes de l'extérieur qui ont les moyens ne paieront que 4,50 € pour un plat fait maison, avec du cœur, de l'amour, des carottes fraîches, des oignons frais, voilà, il n'y a pas un produit surgelé qui rentre ici. On fait de la récupération d'invendus, on essaye de travailler sur la baisse du plastique que toute cuisine est obligée d'utiliser. Voilà. Et pour ça, on est 3 encadrants, donc un directeur, une CIP et un chef de cuisine. Donc on a très peu de moyens pour faire 1 milliard de trucs, et ça, c'est une autre des grosses difficultés que les associations et que notre association rencontre. C'est ça. Et que maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une nécessité d'avoir un modèle économique clairement viable pour permettre à des actions comme la vôtre de perdurer. Et c'est ce que vous essayez de faire. Oui, alors avec des contraintes quand même. Ouais. Alors sur le modèle économique, on réussit à s'en sortir plutôt bien. Mais vous avez compris que le modèle économique repose aussi sur une espèce de fonctionnement en sous-effectif. Voilà, je ne vous parle pas du fait qu'il faut aussi animer les réseaux sociaux, qu'il faut... voilà, ça devient un peu lourd, tout ça. Et la plupart des modèles économiques des associations aujourd'hui qui interviennent dans le solidaire, dans le social, c'est de faire des vraies coupes franches dans les ressources humaines. Et voilà, parce que pas de visibilité, parce que des règles du jeu qui changent sans arrêt, parce que des subventions qui baissent très très clairement. Voilà, ça c'est les difficultés. D'accord.
Par rapport à vous, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu votre parcours? Qu'est-ce qui fait que maintenant, voilà, vous dirigez ce restaurant? Qu'est-ce qui vous a amené, en fait, jusqu'ici? Le hasard. Ouais. Le hasard. Moi, j'ai arrêté mes études pour rentrer en bourse et travailler sur les marchés à terme Ah oui. financiers, sur ce qu'on appelle les produits dérivés, ce qu'il y a de plus toxique dans le capitalisme. J'ai pas fait long feu, mais au bout de 3-4 ans, voilà, j'ai repris mes études et puis je me suis lancé dans la restauration parce que ça, c'est quelque chose qui me correspondait beaucoup mieux, la convivialité. Et puis, un peu par hasard, on m'a proposé de gérer une première cantine de ce type à Aubervilliers en 2009. D'accord. Et depuis, donc ça fait presque 13-14 ans que je suis dans la restauration sociale. D'accord. Je m'y plais bien parce que comme je viens de vous le dire quand j'évoquais les difficultés, il y a 1 milliard de trucs à faire. Il faut gérer les fuites, il faut gérer, les finances, il faut faire du management. Il y a du social, il y a de l'humain. Voilà. C'est surtout le côté humain moi qui m'intéresse. Bien sûr. Et il est omniprésent Ouais. quand vous gérez un restaurant classique et encore plus présent quand vous gérez un restaurant solidaire, social, voilà, avec une belle équipe. D'accord. Donc c'est ça voilà, c'est ça qui m'a amené à travailler dans ce secteur d'activité. D'accord. Et alors, y a-t-il des projets en cours ou des projets que vous souhaitez mettre en place prochainement? Oui, on travaille de mieux en mieux sur une activité de traiteur. Alors cette activité traiteur, je tiens à le dire, elle est également solidaire puisqu'on produit des plateaux repas pour les centres d'hébergement d'urgence. Donc on est toujours très Oui. très marqué migrants. Voilà, on aimerait, comme on l'a évoqué tout à l'heure, pouvoir changer un petit peu la vision que les gens ont des migrants, surtout dans ce climat politique qui commence à sérieusement déraper vers Ouais. des trucs assez malsains. Donc là, Ouais. on se sent quand même investi d'une dimension politique où on a envie de changer les choses, d'améliorer les choses, en changeant le regard du public sur les migrants. D'accord. Il faut pas oublier que c'est des gens qui quittent des endroits du monde qui sont très compliqués, qui ont des parcours de migration souvent compliqués aussi, voire traumatisants, qui arrivent ici, qui ne demandent pas grand-chose. Il faut que nous, on puisse, en France, pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. Oui. Les choses devraient s'améliorer. On fait ça depuis un certain temps. Il faut qu'on s'améliore là-dessus. Ouais, tout à Il y a fait. encore une belle marge de progression. Ouais. Donc on a une activité traiteur solidaire qui s'est intensifiée pendant la crise du Covid. Et aujourd'hui, on est un petit peu en train de capitaliser là-dessus. On a le projet d'ouvrir un deuxième espace qui s'appellera la cantine des Mûriers, du côté de Père-Lachaise. Alors les choses ne sont pas encore tout à fait bouclées, c'est encore à l'état de projet, mais c'est bien parti. Et voilà, donc avec l'équipe, le conseil d'administration de la COP Mijotée, donc Resto Passerelle, Resto Passerelle c'est un collectif, j'ai pas le temps d'en parler, mais c'est ce collectif qui est à l'origine de la création de la COP Mijotée, de cette association, qui portera donc a priori 2 restaurants, enfin en tout cas un restaurant, un laboratoire traiteur, et le laboratoire traiteur, en plus on a envie d'en faire un tiers-lieu, il sera aussi situé au sein d'un foyer de travailleurs migrants, et on a envie de travailler avec les publics vieillissants de la résidence, les vieux Maliens, Sénégalais qui aujourd'hui se trouvent dans des difficultés pour retourner au pays pour des raisons X ou Y et qui sont en train un peu excusez-moi, mais de se laisser un peu mourir, de patienter en attendant je ne sais quoi. Et l'idée, c'est d'essayer de récupérer tous les héritages culturels, donc la couture, les bijoux, puisque c'est aussi une tradition chez eux, la peinture, la musique. Voilà, c'est ce qu'on aimerait en tout cas pouvoir faire dans ce nouveau projet. D'accord, ouais, donc il y a une vraie richesse. Et ça, vous pensez le valoriser, c'est-à-dire le faire partager, c'est-à-dire permettre à des populations voilà,
toute personne qui souhaite faire ces rencontres et pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe au sein de ces populations de migrants, comment elles évoluent, comment elles vieillissent, puisque ça veut dire que ces personnes-là sont là depuis des années, j'imagine, et de pouvoir casser un peu les a priori. Toujours dans cette idée, effectivement, de changer le regard, mais pas que aussi, c'est cette idée de mettre en relation, là l'idée ce serait de mettre en relation les habitants du quartier Père-Lachaise qui souhaiteraient participer, parce qu'il y aura des restitutions sur tous ces ateliers de bijoux, de peinture, de musique, et que ça se passe comme un véritable échange. Voilà, on a déjà l'idée de travailler avec un petit groupe de rap du quartier qui est en train de faire parler de lui, et de les mettre en relation avec, en tout cas, les publics les plus âgés de la résidence qui ont une expertise dans la musique, et puis d'essayer de voir ce que ça peut donner. Ce qui est intéressant aussi, c'est de ne pas savoir où on verra bien. En tout cas, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une restitution de tous ces ateliers pour recréer un peu de convivialité, de lien social. Je sais que c'est des mots un peu à la con, fourre-tout. Ouais, bien sûr. Mais enfin, vous me comprenez. Mais c'est recréer quelque chose où la résidence sociale, enfin le foyer de travailleurs migrants, redevient à part entière une dimension du quartier avec des êtres humains qui y vivent et qui arrêtent de se planquer derrière leurs murs, et que nous on fasse comme si on les voyait pas. Là l'idée c'est au contraire d'aller au contact et puis de mettre en place des choses intéressantes sur un plan culturel. D'accord. Écoutez, et tout ça autour d'un bon mafé, d'un bon tiep, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, la cuisine c'est quelque chose qui crée quelque chose d'un peu magique. Oui, c'est une vraie passerelle, je pense. Merci beaucoup, Karim. C'est vraiment passionnant. On vous souhaite une réussite pour tous les projets que vous menez. Félicitations. Je pense qu'il y a une belle énergie et j'invite les auditeurs peut-être. Alors, on va mettre des liens en associant le podcast, peut-être le lien du site internet. Ouais, très bonne idée. On est peut-être un peu plus explicite. Je ne sais pas si j'étais très clair. Non, c'est parfait. Mais en tout cas, oui, ça peut être intéressant de mettre le lien du site internet. Et puis bientôt, on aura un truc Instagram. La totale, on pourra mettre tout ça. Très bien. Et on invite tous ceux qui le souhaitent à venir. Vous nous rappelez l'adresse? On est au 77. On est au 77 rue de la Fontaine-au-Roi, donc dans le 11e arrondissement. C'est la cantine de Belleville qui se situe dans le bas de Belleville. Et je vous invite à venir découvrir cette belle tour de Babel, où au-delà de ce que vous allez manger, déguster, je pense que c'est une expérience intéressante de venir dans notre restaurant. Je pense qu'il y a de belles choses à apprendre. Merci beaucoup, Karim. À très bientôt. Bon courage. Merci. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Karim Saïgui et à toute son équipe pour leur accueil et leur témoignage. Les éléments pertinents de cet échange que j'ai retenus sont la culture culinaire comme passerelle à la cohésion, la valorisation des compétences pour permettre l'insertion professionnelle, et d'un besoin constaté sur le terrain né un projet solidaire. Vous retrouvez cet épisode sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez nous contacter par mail à contact@apogée-6ess.org. À très bientôt.